Je n'aime pas cette galerie. C'est dangereux. Trop d'eau. Si ça fond, boum. Y aller est sans doute la dernière des choses à faire. Jim a raison, mais le temps presse. J'y vais. Tu y vas quand même? Malgré ce que je t'ai dit? Oui, je sais. Je savais qu'ils iraient, mais moi, pas question. Ce n'est pas en restant assis dans un labo qu'on peut espérer cloner un mammouth. Il faut parfois se salir les mains et se mettre en danger. Attention! Tout ça, ce sont des os qui sortent des parois. Ça me paraît être un très bon endroit pour trouver des échantillons. Sortez vite! Sortez vite! Mes échantillons! Mes échantillons! Avancez, avancez! Ok. Cloner un mammouth est l'une des entreprises scientifiques les plus coûteuses et les plus audacieuses jamais tentées. Elle commence ici, au cœur de la Sibérie. Dans cette région, ces animaux étaient autrefois présents par centaines de milliers. Ils ont fait du cratère de Batagaï l'un des plus grands cimetières de mammouths de la planète. Waouh! C'est gigantesque! C'est beaucoup plus grand que je ne l'imaginais. C'est le Grand Canyon, mais en Russie. Les Russes ont accepté de collaborer avec une équipe internationale de scientifiques pour réaliser une grande première. Tenter de trouver des tissus de mammouths congelés et les envoyer en Corée du Sud, où se trouve l'un des laboratoires de clonage les plus réputés au monde. Leur objectif? Trouver de l'ADN viable pour lancer le processus. Tout m'intéresse du moment que ça n'a pas été décongelé. Dans l'idéal, j'aimerais que ce soit de la peau. Mais les études ont montré que les échantillons d'encéphale, eux aussi, sont exploitables. Tout comme la moelle osseuse. J'ai besoin d'une seule cellule pour cloner un mammouth. Si Hinson trouve ce qu'il cherche, il s'agira d'une des plus grandes avancées scientifiques du siècle. Nous ramènerions une espèce éteinte à la vie. À cause du réchauffement climatique, le permafrost sibérien fond. Il laisse apparaître des carcasses de mammouths vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années. C'est hyper froid. Mon rôle, c'est d'aider l'équipe à creuser dans le permafrost afin de voir si on y trouve des restes de mammouths en bon état de conservation, mais de le faire en toute sécurité. L'équipe n'a pas le droit à l'erreur. Il a fallu négocier pendant des mois pour avoir accès à certains sites en plein cœur de la Sibérie. Et le projet s'élève à plusieurs millions de dollars. Mais le défi est colossal. Les scientifiques ne disposent que de 3 semaines pour trouver une cellule de mammouth renfermant de l'ADN viable. Depuis une position élevée, Jim repère un bon emplacement pour démarrer les fouilles. À 10-15 mètres en partant du bas, il y a une strate de terre avec des sortes de fibres. Elle doit avoir dans les 40 000 ans. Si j'arrive à creuser là-dedans, ça pourrait être intéressant. Si on peut trouver des restes intacts quelque part, ce sera là. Jim n'a qu'un moyen pour atteindre cette couche de terre. Descendre en rappel le long de la falaise de glace.
Il n'y a presque que de la glace. Sur le dessus, c'est à 90% de la glace et par endroits, elle fond. Donc il y a des morceaux de la taille d'une télévision ou d'une voiture qui se détachent et qui tombent. Et je ne tiens pas à m'en prendre un sur la tête. Lav longe la falaise pour trouver le meilleur endroit où fixer le point d'assurage pour la descente en rappel. S'il se trompe, disons de 5 ou 10 mètres, je risque soit de descendre depuis un surplomb très instable, soit de me retrouver au milieu d'arbres qui penchent dangereusement. C'est donc très important qu'on détermine avec précision le bon endroit. Continue, continue. Arrête-toi là. Tu peux t'avancer jusqu'au bord de la paroi. In-Sung et les chercheurs russes empruntent un chemin plus facile pour accéder au fond du cratère. À mesure que Jim extraira des échantillons, il les fera descendre pour qu'ils soient immédiatement placés dans un congélateur portable. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de clonage de mammouths ont échoué. Mais avoir eu l'autorisation de venir sur ce site offre à l'équipe une occasion unique d'y parvenir. Personne n'a encore réussi à prélever dans le sol des échantillons congelés et à les acheminer, toujours congelés, jusqu'à un laboratoire. J'ai hâte de voir si on parviendra à récupérer des morceaux d'ADN beaucoup plus grands que ce qui a été fait jusqu'ici. Ça, c'est les cordes, les mousquetons, Les crampons, les crampons. Ça, c'est un perforateur tout neuf. Il n'a jamais servi. Notre générateur n'est pas tout à fait assez puissant pour le faire fonctionner. Et certains forêts spécialement conçus pour ce projet ont disparu. Bon. On va quand même essayer, mais c'est pas gagné. il faut qu'on puisse communiquer pour que je sache quand Jim veut que j'arrête de le faire descendre. Si je crois qu'il est déjà sur une saillie, que je le détache et que là, il se penche en arrière, ce serait pas bon. Le générateur n'envoie pas de courant dans le perforateur. C'est n'importe quoi. On vient jusqu'ici et ça coince à cause d'un... Adaptateur. Oui. Acheter 3 fois rien dans un aéroport. Je suis un peu énervé. C'est l'un des trucs les plus dangereux que j'ai jamais fait. Et je n'ai pas envie de le faire avec cet équipement de merde. Il fait chaud maintenant. Il est midi et le soleil tape sur le permafrost. Derrière moi, on entend le fracas des morceaux de glace qui s'effondrent. Et plus on attend, pire c'est. L'équipe est embarquée dans une véritable course contre la montre. Car à mesure que les falaises de glace de Batagaï fondent, les chances de trouver des tissus de mammouth susceptibles d'être clonés s'amenuisent. Le permafrost fond très vite. Ça veut dire qu'on a accès à plus d'échantillons, mais aussi que ces échantillons vont bientôt être perdus. J'ai seulement besoin d'une cellule viable pour le clonage. Ça vaut le coup de se donner tous mal pour y arriver. C'est bon? Ouais, Ok. Je vais descendre le long d'une falaise de permafrost d'environ 60 mètres de haut qui menace de s'effondrer. Et j'espère qu'arrivé à mi-chemin, je trouverai quelque chose qui ressemble à un morceau de mammouth. Fais-moi descendre. Ok. Continue, continue. Doucement, doucement. tu ne peux pas remonter? Non. Il y a trop de surplomb pour que je remonte avec les bloqueurs. On n'a pas le choix maintenant. Je suis inquiet. À une vingtaine de mètres sur sa droite, il y a des morceaux qui se détachent. Et je ne sais pas si le surplomb va tenir. Si vous pouviez vous écarter de la falaise, ce serait super. C'est beaucoup plus instable que je ne pensais. Et je me trouve en dessous d'un grand surplomb. Ok, bien reçu.
Au moment où je vous parle, il y a des morceaux qui se détachent un peu partout. La situation devient vraiment dangereuse. Les échantillons ne sont plus du tout la priorité. L'important est que Jim parvienne en bas sans qu'un bloc de 2 tonnes de permafrost ne s'effondre sur lui. Pourtant, quand il repère un affleurement, Jim ne résiste pas à la tentation de l'examiner. Il creuse dans la paroi pour voir ce qu'elle cache. Ce qu'il fait est dangereux. Il a peut-être repéré quelque chose. C'est pour ça. Ah, mais... Ah, mais... Jim n'a pas fait tous ses efforts pour s'arrêter là. Il est décidé à faire un relevé de température, afin de savoir si l'affleurement est assez froid pour renfermer des restes de mammouth congelés. Pile à 0! Trop chaud? Trop chaud! Mauvaise nouvelle. Il dit que la glace à l'intérieur est à 0 degré. Ce n'est donc pas le type de permafrost que je recherche. In-Sung a besoin de tissu de mammouth qui n'est pas décongelé depuis au moins 10 000 ans. Quand le processus de décongélation n'est pas contrôlé, en fondant, les cristaux de glace abîment la structure des cellules. J'ai rarement eu aussi peur. Il y a des pans entiers qui tombent de la falaise. C'est extrêmement dangereux. La température est trop élevée dans le cratère de Batagaï. C'est une cruelle désillusion. In-Sung doit rapidement trouver un endroit moins chaud. La dernière chance de l'équipe maintenant est de monter plus au nord dans le cercle arctique. Beaucoup de gens comptent sur moi pour rapporter les meilleurs échantillons possibles. Donc la pression est vraiment énorme. Il ne reste plus que 12 jours à In-Sung pour trouver la cellule de mammouth parfaite. Soudain, quelqu'un repère quelque chose dans la boue. Ça, c'est un gros os. Ça ressemble à un os de mammouth. Il est énorme. C'est quelle partie du corps? Je pense qu'il s'agit d'un humérus. Un humérus. D'accord. Le gros os du bras chez nous. Il a l'air en bon état. Il s'agit de l'os d'un membre antérieur. Si la moelle qu'il contient est toujours congelée, elle pourrait permettre à In-Sung d'exaucer son vœu. Trouver une cellule renfermant l'ADN viable dont il a besoin pour cloner un mammouth. Parfait. Il est impressionnant. Et en bon état. Reste maintenant à découvrir ce que cet os recèle. Voilà. Alors? L'intérieur est très abîmé. C'est pourri et tout desséché. C'est un coup dur pour In-Sung. C'est complètement pourri. In-Sung a besoin de trouver un échantillon parfaitement bien conservé, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a encore jamais trouvé. Parce qu'il faut que l'ADN soit pour ainsi dire intact. Il ne reste plus à l'équipe que 10 jours sur place. In-Sung est donc contraint de revoir sa stratégie. Je suis très déçu de ne pas avoir pu récupérer d'échantillons à Batagaï. Je pensais trouver quelque chose que je pourrais rapporter en Corée, mais ce n'est pas le cas. Voici Yoka, un mammouth juvénile vieux de 40 000 ans. Ils sont plusieurs comme lui à avoir émergé du permafrost sibérien ces dernières années. C'est la première fois que je vois un mammouth. Surtout comme ça et pas derrière une vitrine dans un musée.
C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment génial. Je n'ai jamais rien vu de tel. Vu son aspect, ce serait impossible d'obtenir des cellules viables à partir d'un échantillon. Une équipe de chercheurs a déjà tenté de trouver de l'ADN viable chez Yucca, mais sans succès. La fonte incontrôlée, puis la recongélation qui a suivi sa découverte, ont sans doute entraîné la fragmentation de son ADN et la destruction des cellules nécessaires au clonage. L'ADN qui se trouve à l'intérieur du noyau est très fragile. Pour avoir une chance de trouver des cellules intactes renfermant de l'ADN lui aussi intact, il faut prendre l'échantillon directement dans le permafrost. C'est ce qui rend cette expédition si difficile. La nouvelle zone de permafrost qu'Insung a en vue se situe à 640 km plus au nord, à l'intérieur du cercle arctique. C'est un site bien connu des chasseurs de mammouths. On se rend dans un endroit qui s'appelle Muskaya. On va devoir naviguer sur le fleuve Yana pendant environ 2 jours pour nous y rendre. C'est mon dernier espoir de trouver des restes de mammouths congelés. L'hiver approche. Les températures vont bientôt chuter d'environ 10 degrés par semaine. Il faut donc faire très vite. Ici, en hiver, la température peut descendre jusqu'à moins 50 degrés. L'équipe doit donc être revenue de sa mission avant que le fleuve Yana ne soit pris par les glaces. L'eau est peu profonde et il y a de gros rochers. Et bientôt... Eh ben voilà. On a achevé l'hélice avec un ultime rocher, et c'est pas bon. On est comme les chats. On avait 9 vies, mais on les consume une par une. On a une hélice de rechange, mais c'est la dernière. Si on la casse, il faudra pagayer jusqu'à Muskaya. Du fait des mauvaises conditions météo et des problèmes mécaniques, l'équipe mettra au final 4 jours à arriver à destination. C'est 48 heures de perdu sur le site. Aujourd'hui, on était tous trempés jusqu'aux os. Ça a été une journée très dure. Tout le monde est épuisé et le froid nous a fait dépenser énormément d'énergie. Chaque seconde compte maintenant. Lorsqu'elle atteint enfin son nouveau camp de base, l'équipe n'a plus devant elle que 6 jours pour la chasse aux mammouths. Mais à peine a-t-elle débarqué qu'elle a un premier aperçu des trésors que recèle la région. Les gens du coin ont trouvé une molaire de mammouth sur la plage. Kazache est construite sur une zone de permafrost. La ville repose sur plusieurs couches de fossiles de mammouth. Donc c'est très bon signe pour notre expédition. J'ai hâte d'être à demain. Le trajet a été très dur, mais ça valait la peine. Après une nuit glaciale et un petit déjeuner frugal constitué de porridge et de pain sec, l'équipe entreprend le trajet de 2 heures qui la sépare encore de Muskaya. L'endroit est unique. Cette colline de boue gelée est considérée comme le plus grand cimetière de mammouths de la planète. Je n'avais jamais rien vu de tel. Des centaines de squelettes de mammouths sur quelques centaines de mètres carrés. Magnifique. C'en est recouvert, c'est incroyable. Voilà qui remonte le moral des troupes. Mais ces eaux ne sont pas exploitables. Pour trouver de l'ADN congelé depuis au moins 10 000 ans, l'équipe doit s'aventurer jusqu'à 100 mètres à l'intérieur du cœur glacé de la colline. À Muskaya, un certain nombre de galeries ont été creusées à même le permafrost par ceux qui cherchaient des défenses de mammouth. Ils ont fait ça avec de l'eau sous haute pression. Je m'apprête à partir en reconnaissance dans cette galerie pour voir si les autres peuvent y pénétrer sans danger. C'est pas rassurant.
Le toit s'effondre et il y a de l'eau par terre. La température est trop élevée et on entend des trucs qui tombent du toit. C'est très dangereux. Jim finit par trouver une galerie qui lui convient. Mais par sécurité, il dégage une partie d'un surplomb de boue qui pourrait bloquer l'entrée s'il s'écroulait. Le temps nous est compté pour pénétrer ici et trouver ce que nous cherchons. Si la température se radoucit, la galerie pourrait commencer à s'effriter. Il est donc indispensable que l'équipe y entre et en sorte le plus vite possible. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elles avaient réussi à trouver des tissus de mammouth dans ces galeries. Donc j'ai bon espoir. Ça fait déjà 5 minutes que je suis entré et j'ai fait à peine 5 pas. Tu t'es enlisé. Ça va pas être facile. Il va falloir creuser. Oh là là. C'est peut-être pas l'endroit idéal pour collecter des échantillons. La température est trop élevée pour qu'il y ait des échantillons congelés. Jim s'aventure un peu plus loin. C'est du bois par ici. Je ne vois aucun os. T'es sûr que c'est stable? Non, ça ne l'est pas. Allons-nous-en. Ce n'est pas stable? Non. Il y a des trucs qui me tombent dessus. Partons d'ici. Ce n'est pas vraiment la galerie idéale pour trouver des restes de mammouth. À chaque pas, on s'enlisait dans la boue. On n'a plus d'autre choix maintenant que de chercher une galerie gelée. Il y a pas mal d'ossements qui conviendraient à une analyse ADN. Mais pour pouvoir cloner, on n'a rien trouvé de la qualité qu'Insung recherche. Je suis un peu déçu par Mouskaya parce que je m'attendais à entrer dans une véritable mine d'or et à y trouver beaucoup de restes de mammouth. On n'a plus que quelques jours maintenant. Je suis vraiment fatigué, mais il faut que je trouve des échantillons. Ça va sans doute être très difficile en quelques jours, mais j'y tiens absolument. L'équipe doit être partie dans 5 jours pour éviter les premières tempêtes de neige. Mais le lendemain, une autre déconvenue l'attend. Le bateau a été abîmé par une ancre hier. Et les choses n'avancent pas suffisamment vite. Et tout ce qui pouvait foirer a foiré. Donc pour aujourd'hui, on laisse tomber. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et il faut qu'on trouve un échantillon pour Insung. Ça va sans doute nécessiter qu'on travaille plusieurs jours à fond. Vraiment à fond. Mais on aura bientôt plus assez de jours. Le bateau est en réparation. Igor, guide de l'expédition, et lui-même chasseur de mammouth, en profite pour conduire l'équipe à l'endroit où il entrepose ses trouvailles. Igor, ce sont bien des restes de mammouth, ça? Oui. Ce sont des poils de mammouth. De Mouskaya? Oui. C'est très bon signe. Tu as récolté toutes ces défenses en combien de temps? En un été. Elles viennent toutes de Mouskaya? Non, de différents endroits. Je vois. C'est impressionnant. Elles sont belles. C'est vraiment des défenses magnifiques. Mais ce qu'Igor conserve dans son sous-sol gelé est encore plus incroyable. C'est pas vrai. On y va? C'est quoi? Un bassin. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de tissus. Ouais. C'est très sec. Oui, super sec. Oui, ça sent le mammouth. Pour Insung,
c'est la preuve qu'il est possible de trouver à Mouskaïa du tissu de mammouth congelé en bon état. L'état de conservation est très bon pour un échantillon comme celui-ci, mais ce n'est pas suffisant pour avoir des cellules viables. C'est de la viande séchée de mammouth. J'espère qu'on va en trouver d'autres. Lorsque les membres de l'équipe retournent enfin à Mouskaïa, une mauvaise nouvelle les attend. Les galeries sont encore plus dangereuses qu'avant. Il a beaucoup plu. La température est montée en flèche et ça s'effondre de tous les côtés. Des blocs de glace gros comme des voitures se sont détachés. Et on voit par là-bas que l'entrée de certaines galeries est complètement bloquée. Donc je ne veux en aucun cas courir le risque que quelqu'un reste coincé là-dedans. In-sung n'a toujours pas trouvé le moindre échantillon de mammouth exploitable. Et pour ajouter à la pression qui pèse sur lui, son responsable et une équipe de chercheurs coréens ont parcouru 4000 km pour venir se joindre à cette chasse aux mammouths. Tout le monde compte sur moi pour que l'expédition réussisse. Je ne peux pas me permettre d'échouer. L'équipe doit absolument trouver la bonne galerie. Soudain, l'espoir renaît. Les collègues russes d'In-sung en repèrent une dans laquelle des os de mammouth sortent des parois. Mais elle ne plaît guère à Jim. Elle est pleine d'eau et de boue. Et le toit ne tient pas. Donc il ne faut pas y aller. Ce n'est pas sûr. Je n'aime pas cette galerie. C'est dangereux. Trop d'eau. Si ça fond, boum, tout s'écroule. Vous êtes un spécialiste du permafrost? Oui, c'est trop chaud. Trop chaud. Oui. Une grande partie de la paroi supérieure s'est déjà effondrée. Et il y a une épaisse couche de terre meuble au-dessus du toit de la galerie. C'est extrêmement dangereux. Je suis confronté à un terrible dilemme, car mes collègues russes veulent entrer dans la galerie. Y aller est sans doute la dernière des choses à faire. Jim a raison. Mais je dois prendre une décision rapidement, car le temps presse. In-sung est devant un choix délicat. Soit il renonce à ce qui est sans doute sa dernière chance de trouver l'ADN dont il a besoin et il rentre chez lui les mains vides, soit il entre dans la galerie au risque de se retrouver enseveli. J'y vais. Tu y vas quand même, malgré ce que je t'ai dit? Je suis allé dans un bon nombre de galeries, mais celle-là, c'est la seule dont le toit commence déjà à s'effondrer. Oui. Donc c'est contraire à l'avis que j'ai émis. Ok. Oui, je sais. Ce n'est pas en restant assis dans un labo qu'on peut espérer cloner un mammouth. Il faut parfois se salir les mains et se mettre en danger. Lancez les recherches si je reviens pas. Je savais qu'ils iraient, mais moi, pas question. Ça va, In-sung? Oui. On voit sur cette surface que tout est bien gelé. Tout ça, ce sont des os qui sortent des parois. Ça me paraît un très bon endroit pour trouver des échantillons. Il y en a un magnifique là. C'est du bon boulot, ça. Un morceau de crâne de mammouth. Merci. Mais soudain, l'entrée de la galerie commence à s'effondrer. Sortez vite! Professeur, ils disent qu'il faut sortir. Pourquoi? L'entrée est en train de s'effondrer. Sortez vite! Sortez vite! Mes échantillons! Mes échantillons!
Avancez, avancez! Il faut se dépêcher! D'accord. C'est bon. C'est bon, ça passe. On a pu récolter beaucoup d'échantillons, même si on n'avait pas assez de tubes à essai. Là, j'ai un bloc de glace qui contient du tissu adipeux et des poils. C'est en bon état et c'est encore complètement gelé. L'équipe va mettre les échantillons dans le congélateur et les analyser le plus vite possible. In-sung a eu de la chance de pouvoir sortir. On ne voit plus l'entrée par où on est passé. C'était -1. Vraiment, je ne me suis pas rendu compte de la gravité de la situation. En 5 minutes, l'entrée s'est effondrée. C'est incroyable. Je les ai mis en garde plusieurs fois contre un effondrement. C'est ce qui s'est produit et on a vraiment de la chance que personne n'y soit resté. Je ne suis pas content du tout. L'équipe a apporté avec elle un laboratoire mobile d'un poids de 100 kg pour pouvoir analyser les échantillons sur place. C'est l'instant de vérité. S'ils trouvent des traces d'ADN, cela peut signifier qu'il y a des cellules viables. Dans le cas contraire, les membres de l'équipe auront risqué leur vie pour rien. On voit des petits points bleus sur l'écran. Ça signifie qu'il y a peut-être de l'ADN. Pour en être sûr, il faudra quand même confier l'échantillon à notre laboratoire en Corée. J'espère qu'en poussant les analyses un peu plus loin, les résultats seront encore meilleurs. Mais je suis content. Certains échantillons semblent extrêmement bien conservés, donc c'est très prometteur. Merci infiniment pour votre aide. Merci. Et pour les échantillons. Mais In-sung a encore du souci à se faire. Ces précieux échantillons doivent rester congelés pendant un trajet de 4000 km qui s'annonce épique. 2 trajets en bateau à travers la Sibérie. 2 vols, l'un en avion à hélice et l'autre en avion à réaction. De multiples passages par les douanes russes et pour finir, un vol international pour Séoul. Je suis à la fois très content et un peu nerveux, parce que ça fait 8 semaines que je n'ai pas vu les échantillons. Tu as eu des problèmes? Non. Les échantillons sont-ils bien restés congelés? C'est la première fois que les Russes ont donné leur accord pour qu'une telle quantité de fossiles de mammouth quitte le pays. Si les échantillons ont été endommagés durant le trajet, c'est une année entière de travail et environ $1 million qui partiront en fumée. Tout l'avenir du projet repose sur ce qu'In-sung va trouver dans ce congélateur. De la moelle osseuse, différents os. Et ça aussi, ça c'est du tissu adipeux, je pense. C'est encore congelé dans le tube. Donc il faut qu'on se dépêche. Les échantillons sont encore congelés. Je suis soulagé. In-sung dispose de 20 kg d'échantillons de mammouth. Mais contiennent-ils l'ADN qui pourrait lui permettre de reproduire le miracle de la vie? Pour le savoir, l'équipe doit décongeler les échantillons à un rythme contrôlé pour les abîmer le moins possible. À ce stade, c'est une question d'intuition. Donc les chercheurs travaillent en premier sur ce qu'ils sentent le mieux. Le travail commence sur un morceau de tissu. Ce qu'ils trouveront à l'intérieur pourrait satisfaire les vœux les plus chers d'In-sung.
Fais voir. Fais voir. Oui! Celui-ci est vraiment l'un de nos échantillons favoris, parce que rien qu'à l'œil nu, on voit comme de la chair rouge à l'intérieur. Donc c'est très bon signe. J'ai hâte de voir. Ça ressemble à du tissu musculaire et il est en parfait état. Avec des tissus aussi bien conservés, la perspective de redonner vie à un mammouth devient envisageable. Mais ces échantillons tiendront-ils leurs promesses jusqu'au bout? Après avoir préparé les échantillons et les avoir coupés en petits morceaux à l'aide de ciseaux de chirurgie, on utilise une enzyme appelée trypsine qui aide à isoler les cellules. On extrait des tissus une solution de protéines. On met ensuite cette solution à incuber, on la filtre, puis on la place dans une centrifugeuse pour en extraire les cellules. C'est formidable de voir tout ce travail qui peut enfin s'accomplir. On a risqué nos vies pour récupérer ces échantillons, donc ils sont très précieux pour nous. C'est maintenant la dernière étape. Le collagène est censé favoriser la culture des cellules dans la boîte de pétri. Il ne me reste plus qu'à la mettre dans un incubateur et à croiser les doigts. In-Sung n'aura pas de résultat avant 10 jours. Il faut faire preuve de patience maintenant. Pour pouvoir cloner, il faut une cellule somatique et un ovocyte avec son noyau. On extrait le noyau de l'ovocyte prélevé sur une éléphante. Puis, on fait fusionner ces deux éléments pour créer un embryon cloné. À partir de là, les cellules vont se diviser. Elles vont continuer à se multiplier et former un blastocyste. Ce blastocyste sera ensuite implanté dans l'utérus d'une éléphante et comme ça, on obtiendra un mammouth. L'ovocyte non fécondé de l'éléphante sert donc d'hôte, tandis que la cellule du mammouth fournit les informations nécessaires à la vie. Une décharge électrique déclenche la division cellulaire, ce qui aboutit à la formation d'un embryon. Si In-Sung parvient à trouver de l'ADN viable pour faire revivre le mammouth, il aura besoin de l'aide de son plus proche parent actuel. Les éléphants d'Asie, comme ceux que l'on voit ici à Bornéo, détiennent la clé qui peut permettre à In-Sung de réaliser son rêve. Je n'avais jamais vu autant d'éléphants. C'est magnifique à voir. Au laboratoire, je travaille sur des cellules, c'est-à-dire des éléments microscopiques. Mais là, j'ai sous les yeux cet animal impressionnant et bel et bien vivant. Frank Göritz et Thomas Hildebrandt, deux vétérinaires allemands, ont été les premiers à réaliser avec succès une insémination artificielle sur des éléphantes. Ils sont là pour aider In-Sung à sélectionner deux femelles, la première pour fournir l'ovocyte et la seconde comme mère porteuse. Pour déterminer quelle femelle fera la meilleure mère porteuse, nous réalisons une échographie très perfectionnée qu'on utilise aussi en médecine humaine. Mais notre approche est différente. La mère porteuse est une femelle qui répond au nom de Misty. Cette femelle est tout à fait adaptée à un projet de mère porteuse. Ses ovaires sont actifs et tout est OK chez elle. Hurrah! Hurrah! Voici Misty. C'est notre mère porteuse potentielle. Tout s'annonce bien. Si la sélection de la mère porteuse semble simple, celle de la donneuse d'ovocytes, qui doit être une femelle fertile plus jeune, est beaucoup plus difficile. C'est un grand défi et un échec n'est bien sûr pas à exclure, mais on va faire de notre mieux. Sur les 8 éléphantes du parc, 2 seulement s'avèrent éligibles en tant que donneuses d'ovocytes.
In-sung place tous ses espoirs dans une femelle de 14 ans, Girl. Elle a ovulé il y a environ 3 semaines, donc il se peut qu'elle soit gravide. Ces marques montrent qu'il y a eu accouplement avec un mâle. Donc il y a de fortes chances qu'elle soit pleine, ce qui veut dire qu'elle ne convient pas pour nous. D'accord. Mais c'est bien pour l'espèce et c'est bien pour vous. C'est bien pour le zoo. La perspective de ressusciter un mammouth ne tient qu'à un fil. Si la dernière éléphante ne convient pas non plus, cela réduira à néant les espérances d'In-sung et de tous ceux qui ont pris part à ce projet. Nos chances sont de plus en plus faibles. J'espère que les résultats pour la dernière éléphante seront meilleurs. Pas de mucus. Elle n'est pas gravide. Il y a peu de risques. Bonne nouvelle. C'est bon. L'endomètre est très actif, donc nous avons de bonnes chances de trouver un follicule ovarien. Les éléphantes ne fabriquent qu'un seul follicule ovarien, la première étape du développement de l'œuf, tous les 4 mois. Il pourrait donc s'avérer plus difficile d'en trouver un que de dénicher une cellule de mammouth en Sibérie. Voilà notre follicule. Il est beau. Je vois. Voilà le follicule. Tu vois les 2 traits blancs en haut et en bas? Takiri est bien notre candidate potentielle. Nous avons donc trouvé la mère porteuse et la donneuse d'ovocytes potentiels. C'est un soulagement pour In-sung. Mais certains s'interrogent. Le clonage d'un mammouth est-il une bonne chose? Nous sommes très prudents concernant ce projet, car il soulève beaucoup de questions pour le moment sans réponse. Que fera-t-on de ce mammouth laineux une fois qu'il sera né? Et en quoi la renaissance du mammouth nous aidera-t-elle à protéger les espèces en danger de l'état de Sabah? In-sung, lui, est convaincu que les avantages scientifiques qu'on pourrait tirer de ce projet l'emportent largement sur les inconvénients. Le clonage d'un mammouth est une idée délirante, c'est vrai, parce que c'est très ambitieux. Quand on a commencé à pratiquer la fécondation in vitro il y a environ 30 ans, ça a soulevé de nombreuses critiques. Mais aujourd'hui, ça permet d'aider beaucoup de gens, et aussi des espèces animales. Donc nous sommes convaincus qu'à l'avenir, le clonage pourra devenir un outil décisif pour sauver certaines espèces de l'extinction. In-sung estime en outre qu'une meilleure compréhension de la structure cellulaire pourrait également bénéficier aux hommes. J'espère que grâce à ce processus de clonage d'un mammouth, nous pourrons développer une technologie qui puisse à l'avenir être utilisée pour traiter des maladies liées au vieillissement, comme Parkinson, le diabète ou Alzheimer. Il est très important qu'on développe au plus vite la technologie du clonage pour des questions de sauvegarde de la faune et de la flore. Et le projet Mammouth est véritablement l'un des plus aboutis pour ce qui est des espèces sauvages. Ce projet génère des ressources auxquelles les protecteurs de la nature n'auraient pas accès autrement. Il reste moins de 50 rhinocéros de Sumatra en liberté aujourd'hui. Et nous envisageons la solution du clonage parce qu'elle permettrait d'aider cette espèce. C'est pour ça que nous avons donné notre accord pour cette première étape. La donneuse d'ovocytes et la mère porteuse étant prêtes, l'objectif est désormais clair. Il faut localiser de l'ADN viable, indispensable à toute vie, dans le noyau d'une cellule de mammouth. C'est l'ultime étape pour ramener cet animal majestueux à la vie. L'équipe utilise pour cela un cocktail expérimental de substances chimiques afin de séparer le noyau du reste de la cellule. Il faut être extrêmement précautionneux, car si on ne procède pas comme il faut, on risque d'abîmer la cellule. Donc il faut faire très attention à chaque étape.
personne n'est encore arrivé à extraire un noyau intact qui permette le clonage d'un mammouth. Les substances chimiques transforment l'échantillon en une sorte de soupe cellulaire. Nous voyons de nombreux fragments à présent, et il faut essayer de déterminer lequel est le noyau. In-Sung doit s'en remettre aux compétences de ses collègues. C'est comme lorsqu'on cherche des fossiles de mammouth dans toute la Sibérie. Sauf que là, on travaille avec des pipettes à une échelle beaucoup plus petite. Donc... il semble qu'on ait trouvé notre premier noyau. On ne sait pas s'il est intact, mais en tout cas, il présente une forme circulaire. Si on le passe au rayon ultraviolet, il apparaît en bleu. Ça signifie qu'il contient de l'ADN. Il a l'air en bon état d'après ce qu'on voit pour l'instant. Je crois bien qu'on a trouvé notre premier noyau. Pourtant, c'est finalement un échantillon de moelle osseuse qui s'avérera le plus prometteur. Grossi 400 fois grâce à un microscope à balayage laser, il laisse apparaître non pas un, mais 4 noyaux potentiellement intacts. Celui-ci est bien. Il est bien rond et a l'air en bon état. À l'intérieur de ce noyau, il y a de l'ADN. Et cet ADN est potentiellement synonyme de vie. Nous venons aujourd'hui d'apporter la preuve qu'il y a de l'ADN et un noyau à l'intérieur de cette cellule vieille de 30 000 ans. C'est une avancée décisive. On sait désormais qu'il est possible de travailler sur ces échantillons, d'en extraire l'ADN et, qui sait, de donner la vie.